Salut tout le monde, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en réponse à des commentaires que vous m'avez laissés en réponse ou en réaction. J'en ai sélectionné quelques-uns et puis on va y aller tout de suite. Je serai d'ici pas longtemps en live sur YouTube et vous pourrez me poser vos questions. Je vous ferai bien sûr une communication là-dessus pour que vous puissiez savoir quand ça aura lieu. Et puis comme ça, ce sera l'occasion pour vous de me poser vos questions. Allez, on commence tout de suite avec cette foire aux questions. J'ai mes petites notes. Et donc on va répondre à une question de Mohamed Cossack 5515 qui me dit: bonjour, je vais me lancer aussi en tant que VTC. Je suis actuellement inscrit à France Travail et je perçois mon ARE, donc c'est l'allocation de retour à l'emploi. Je me demandais quel statut social vous avez choisi et qui vous convient le mieux. Merci pour vos retours. Alors, tu me poses en fait deux questions. Tu me demandes quel statut moi j'ai choisi et quel statut est le mieux pour toi. Alors, je t'ai répondu à ce commentaire, comme à la plupart d'ailleurs, mais je vous fais une petite vidéo parce que ça peut être utile aux autres. Donc, pour la première question, tu as des ARE et tu cherches quel statut est le mieux pour toi. Le meilleur statut, je pense, quand on touche une allocation de retour à l'emploi, ça doit être la SASU, je pense. Parce que tu as la possibilité de ne pas te verser de salaire. Mais il me semble même qu'avec le URL, c'est possible aussi. Donc, je dirais soit la SASU, soit le URL à vérifier, mais pas le statut auto-entrepreneur déjà. Après, je t'invite à aller voir un comptable qui, lui, sera le mieux placé pour te dire quel statut est le mieux en fonction de ta situation. Voilà. Ces conseils-là sont pas toujours payants, hein. Vous pouvez avoir des conseils gratuits, il suffit juste d'aller vous renseigner et puis de voir un comptable. Pour ta deuxième question, où tu me demandes quel statut j'ai choisi qui me convenait le mieux, moi j'avais choisi le statut de SASU parce que j'avais l'intention de me verser des dividendes. Moi aussi j'avais un ARE et je me suis dit bon bah voilà, dans un premier temps je vais pas me payer, de toute façon je sais pas exactement combien je vais gagner avec l'activité de VTC et puis on verra à la fin de l'année si je dégage assez d'argent, bah en fait je me dégagerai des dividendes. Finalement je l'ai jamais fait. Donc mon statut de SASU, au final, je sais pas si franchement il m'a été utile ou pas. La seule chose qui était pas mal, c'est que ça pouvait me permettre aussi d'avoir des indemnités kilométriques. Vu que le véhicule m'appartenait et n'appartenait pas à ma société, j'avais décidé de me verser des indemnités kilométriques. Donc voilà comment j'avais fait. J'en avais discuté avec un expert comptable qui m'avait dit que dans ma situation, c'était mieux d'avoir une SASU et que par la suite, si je souhaitais me verser un salaire, que le statut de EURL serait le plus adapté pour moi. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Un autre commentaire de Hollywood 7017 qui me dit: salut Cédric, merci pour ce partage d'expérience, je t'en prie. Je valide les 5 erreurs à éviter quand on débute le VTC, car je les ai faites aussi. D'ailleurs, je referai d'ici pas long une vidéo qui va sortir bientôt sur les erreurs à ne pas faire en débutant l'activité de VTC. Pas des erreurs que j'ai faites, mais des erreurs en général à ne pas faire. Donc, vidéo bien utile. Très bonne idée de faire une vidéo sur le prix de revient du kilomètre. Là aussi, ça va être une vidéo qui va sortir d'ici pas long. J'aimerais avoir ton regard sur la grève des taxis en France maintenant que tu es au Québec. Bonne continuation. Alors, Hollywood, c'est difficile pour moi de pouvoir avoir mon avis sur la profession de taxi alors que je ne suis pas taxi. La seule chose que je peux te dire de mon expérience de chauffeur VTC, c'est que moi je trouve dommage qu'il y a des taxis qui font la guerre au VTC, qu'il y a des VTC qui font la guerre aux taxis. Voilà, je trouve juste ça dommage dans la mesure où ce sont des métiers qui sont quand même très similaires. Je pense qu'on devrait travailler ensemble plutôt que de se tirer dans les pattes. Moi, c'est mon simple avis. Et par contre, ce que je peux te dire, c'est que je ne suis pas du tout d'accord avec les taxis et les VTC qui disent qu'il faut réguler le nombre de VTC. Bon, les taxis, ils voudraient la plupart voudraient qu'il n'y ait pas du tout de VTC. Et il y a certains anciens VTC qui voudraient qu'il y ait moins de nouveaux VTC. Moi, j'ai plutôt une vision où je me dis que chacun doit être libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Après, voilà, on peut débattre ou pas. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est vraiment utile de débattre là-dessus. Chacun a son avis, on va dire. Moi, c'est mon avis. Moi, je suis plutôt de la team qui pense que
chacun doit faire ce qu'il veut, parce qu'un VTC il peut devenir taxi, hein. Il suffit qu'il fasse les démarches qu'il faut pour redevenir taxi, et un taxi peut devenir VTC. Donc l'idée qui dit que les VTC piquent les clients des taxis, je suis pas trop d'accord avec ça, parce que pour moi la clientèle elle est quand même bien différente, surtout les VTC applications, où je pense pas qu'un client qui utilise Uber est le même client qui utilise des services de taxi. Donc pour moi il n'y a pas vraiment de concurrence. C'est des métiers qui se ressemblent beaucoup, mais la clientèle elle est quand même assez différente, et donc il n'y a pas lieu de se chamailler pour ça, enfin je pense. Alors Driver 2385 que je connais bien. Hello Cédric, hélas Pacifica n'accepte plus de nouveaux contrats VTC. Les assurances taxi et VTC sont devenues hors de prix avec des franchises astronomiques. Bah là écoute, je te crois sur parole parce que j'ai pas été vérifier les nouveaux tarifs de franchise et de VTC. Bon, de toute façon, les tarifs d'assurance pour les taxis et les VTC, ça a toujours été cher, dans la mesure où on fait beaucoup de kilomètres, donc statistiquement, la probabilité elle est plus forte que tu aies un accident, que tu aies un sinistre quand tu es VTC taxi que quand tu es une personne lambda. Donc voilà, ça me paraît logique, on va dire. Maintenant, je savais pas qu'Pacifica n'acceptait plus de nouveaux VTC. Je sais pas si ça s'adresse juste à des gens de l'extérieur qui veulent demander un devis chez Pacifica, parce que moi quand je suis passé par Pacifica, j'étais client chez eux en fait. D'ailleurs j'ai toujours mon assurance entreprise chez Pacifica, et en fait quand je leur ai parlé de mon projet de devenir VTC etc, c'est même eux qui m'ont proposé, enfin je crois qu'on en avait parlé, et ils m'ont dit oui on assure les VTC etc, et puis on m'avait fait un devis vraiment très très correct. C'est pour ça que souvent quand on me demande quelle assurance tu as pris, je réponds Pacifica, parce que c'est ce qui a été le cas pour moi, et ils proposaient vraiment un tarif avantageux. Maintenant aussi, ce que je peux te dire, c'est que si tu es chauffeur VTC débutant, que tu as une grosse cylindrée et qu'en plus tu as du malus et qu'en plus tu es chauffeur, jeune chauffeur, après il faut que tu aies plus de 2 ans de toute façon pour être VTC, mais même si tu n'as pas beaucoup d'expérience, tu vas te faire allumer la tête, ça c'est clair. Tu n'auras pas le même tarif si tu as une berline haut de gamme avec pas beaucoup d'expérience et du malus, que si tu as beaucoup d'expérience, tu as une voiture qui a 10 ans, une hybride qui coûte pas très cher. Ça me semble évident. Donc là aussi, ça doit être un critère quand même de rentabilité. Quand tu choisis ton véhicule pour faire l'activité de chauffeur VTC, il faut que tu tiennes compte aussi de ce paramètre-là, que l'assurance va avoir un prix, et que en fonction du véhicule que tu vas choisir, le prix va être plus ou moins élevé, et du coup ça va influer sur ta rentabilité. Voilà, tout simplement. Alors Souli Mantaya 9090, désolé pour si j'écorche un petit peu les noms. Bonjour, à quel âge avez-vous commencé la formation s'il vous plaît? J'ai actuellement 35 ans, titulaire du permis D, mais je veux me lancer dans le VTC. Le permis D, je crois que c'est le permis bus, je crois. Tu me diras un petit peu ce que c'est. Je crois que c'est le permis bus. À quel âge avez-vous commencé la formation? En fait, ce qui est intéressant dans ce type de métier, c'est que tu peux le faire à n'importe quel âge, tu vois. À part si vraiment tu as des problèmes pour t'asseoir, des problèmes physiques, on va dire, des problèmes de dos, par exemple. Là, ça va être un petit peu pénible, mais il y a des métiers beaucoup plus pénibles que le métier de taxi ou de VTC pour le quotidien, pour la vie professionnelle. Donc moi toi tu as 35 ans, moi j'ai commencé le métier de VTC, j'avais 34 je crois, 33 ou 34 ans. Donc en fait tu peux commencer à n'importe quel âge, il n'y a pas d'âge limite pour être chauffeur VTC. La seule chose qui est indispensable, c'est que tu aies ton permis depuis plus de 2 ans. Et puis tu as d'autres petits trucs, je t'invite à aller voir ma vidéo sur comment devenir chauffeur VTC, j'évoque les critères qu'il faut justement pour être chauffeur VTC. Voilà. Mais l'âge ça n'en fait pas partie. Un message de EDK6607, il m'a fait rigoler celui-là. Il m'a mis il va manger chez Lidl. Oui, en fait c'est vrai, je vais manger souvent je faisais ma pause chez Lidl pour aller manger, tout simplement parce que je suis un gros rat et que je voulais pas dépenser d'argent pour manger. Après chacun fait ce qu'il veut, mais moi je trouve que s'il y a des postes où tu peux faire des économies, ça va être justement sur le prix de ton véhicule, sur sur l'assurance, et ça va être aussi sur le coût de ton alimentation, de tes pauses repas le midi, etc. Moi, j'avais pas envie de dépenser des formules à 12 € pour avoir un sandwich, une boisson et un dessert tous les jours.
Parce que bah, si tu bosses 20 jours dans le mois, 25 jours dans le mois, tu fais vite le calcul, tu en as pour 300 balles tout simplement à l'année, et ça, j'avais pas envie de ça. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je mangeais chez Lidl, j'ai acheté des pizzas, des trucs comme ça, tout prêt. Ça me coûtait, allez, entre 2 et 3 euros. Et puis, bah, à la fin du mois, tu gagnes 200 euros quoi, en différence. Donc la différence, elle n'était pas négligeable. Après, c'est à toi de voir, tu fais ce que tu veux. Moi, j'avais décidé de faire ça, c'est pas une obligation, hein. Voilà. Donc, et puis honnêtement, le fait qu'on me dise que j'aille manger chez Lidl, ça me blesse pas tellement, ça me fait plutôt rire qu'autre chose. Tu sais, quand t'as... Bon, on se connaît pas, mais j'ai souvent mangé chez Lidl, j'ai souvent fait mes courses chez Lidl, même chez des enseignes discount quand j'étais jeune. Voilà, je roulais pas sur l'or, et puis ça m'a pas tué, hein. On poursuit avec une question de Mounir qui me dit: si tu attends 5 minutes pour chaque client, c'est mort. 5 minutes x 10 clients, ça fait presque 1 heure de perte. Alors Mounir, je suis d'accord avec toi, mais on va aller un petit peu plus loin que ça. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que oui, quand tu regardes comme ça sur le papier, 5 x 10, ça fait bien 50, ça fait presque 1 heure de perte quand tu attends ton client. Mais en fait, tu as des petites villes, voilà, toutes les villes, c'est pas Paris, c'est pas Lyon, c'est pas Bordeaux, et il y a des petites villes où tu peux pas te permettre en fait de zapper des clients pour oui ou pour un non, même si le client il te fait galérer 5 minutes. Donc par exemple une petite ville comme Troyes, là où j'ai travaillé, tu peux pas te permettre de partir parce qu'un client te fait attendre 5 minutes. Mais sinon dans le fond tu as raison de me dire. On continue avec une question de Malik Destras qui nous dit: même courte durée, il faut quand même faire le calcul pour qu'il voit que tu sais ensuite faire... Ah oui, alors là il répond en fait à une vidéo où je disais, je te la mettrai ici la vidéo si ça t'intéresse, et puis j'en ferai une d'ailleurs mise à jour sur le calcul, sur comment faire un devis et une facture, voilà, et plus particulièrement le jour de l'examen, mais ça te sert aussi quand tu es avec tes clients en fait, tout simplement. Et en fait je disais dans cette vidéo que quand un examinateur te fait faire un parcours et que le parcours il fait, je sais pas moi, 3 km et qu'il te demande de faire un devis et une facture, bah, si tu prends sur la base par exemple de 2 euros du kilomètre, tu vas avoir un devis qui va te faire 6 euros. Et que bah, c'est pas très réaliste parce que tu factures pas des courses à 6 euros comme ça dans la vraie vie, ça n'existe pas. Et donc je disais, bah voilà, il faut mieux prendre un forfait parce que ça fait plus réaliste. Tu vois, tu dis en fait aux examinateurs que dans ce cas de figure-là, tu ne fais pas de courses en dessous d'un forfait minimum, peut-être à 20 ou 30 euros. Voilà. Mais là où je suis d'accord avec toi et où tu as la remarque, elle est pertinente, Malik, c'est que effectivement, si tu pars tout de suite sur le forfait, tu risques d'envoyer un faux message en fait aux examinateurs qui vont penser que tu ne sais pas calculer le prix d'une course si c'est pas un forfait. Donc ce que tu peux faire pour prendre en compte ce que dit Malik et le truc que moi je t'explique, c'est que tu peux calculer, tu montes, bon ben voilà, la course elle fait 2,5 km, 2 euros du kilomètre, ça fait 5 euros hors taxe, tu calcules ta TVA à 10%, ça fait 50 centimes, donc le prix total de la course est à 5,50, tu fais ton calcul, ton devis, etc. Tu donnes ta feuille comment dire, à l'examinateur, et ensuite tu lui dis, je vous ai fait le détail par rapport à cette course-là, mais dans la réalité, bien sûr, je pourrais pas faire un tarif comme ça, je ferais des forfaits minimum à 20 ou 30 euros pour la course, le minimum. Ça leur montre quand même que même si tu es en examen, que tu as quand même cette notion de réalisme, d'accord? Et que tu as anticipé cette question-là. Et ça fait pro, quoi. Voilà. Enfin, je trouve, hein. Après, tu fais ce que tu veux. Tu peux partir sur tes 2,5 x 2, ça fait 5, etc. Mais moi, je te conseille quand même de le rajouter. Ça fait quand même un peu plus professionnel, je trouve. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Voilà, comme Malik. On en vient à la dernière question, le dernier commentaire. Et puis après, on se laissera. Jessie Côte 9761 qui nous dit: aujourd'hui il est plus possible d'en faire son métier à temps plein, par contre si tu as un boulot et que tu veux faire VTC en extra sur ton temps libre, c'est ok. Merci Cédric pour tes conseils, j'ai obtenu mes examens en partie grâce à tes conseils, et ça me fait super plaisir en tout cas que tu dises ça. Et je vais rebondir sur le fait que tu dis qu'on ne peut pas en faire son métier à temps plein. Il y a beaucoup de chauffeurs VTC
qui diront pareil que toi. Et j'ai tendance à être un peu d'accord avec toi. Mais il y a aussi des chauffeurs VTC qui arrivent à en faire leur métier à temps plein, qui ont réussi à développer leur clientèle. Donc je dirais, ça dépend. En fait, moi ce que je conseille, c'est que si tu veux commencer l'activité de VTC, peut-être commence à temps partiel, ou alors commence avec une allocation de retour à l'emploi de Pôle emploi, enfin de France Travail, en complément, tu vois, pour assurer un petit peu le truc, parce que tu vas pas être sûr de tes revenus au début et tu vas galérer si tu fais 100% d'application au démarrage, tu vas pas te faire des revenus suffisants pour te payer un salaire convenable. Donc il faut derrière soit que tu sois compensé avec un aéro de Pôle emploi, soit que tu aies un travail à temps partiel à côté. Voilà, moi c'est ce que je te conseille. Maintenant, petit à petit, tu vas développer ton activité, si tu commences comme ça, et tu vas obtenir des clients privés. Et si tu arrives suffisamment à développer des clients privés comme ça qui payent bien, peut-être que petit à petit, tu vas lâcher tes activités salariées et que petit à petit, tu vas te passer de tes allocations retour à l'emploi de France Travail. Et que comme ça, tu vas pouvoir en faire ton métier à temps plein. Donc je peux pas dire que ça n'existe pas, parce que parfois j'ai des gens parmi vous qui m'écrivent en commentaire qui font ce métier à temps plein et qui ont des clients privés à temps plein. J'en vois même sur les réseaux et dans les forums, ça existe. Je dis pas que ça n'existe pas. Maintenant, il faut que tu saches aussi qu'il y a beaucoup de VTC qui galèrent et qui, pour eux, c'est utopique de penser qu'on peut se verser un très bon salaire en étant chauffeur VTC à temps plein. Ça dépend en fait. Ça va dépendre des gens, ça va dépendre de ta chance, ça va dépendre de ta faim de démarcher des clients privés, ça va dépendre de plein de choses. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me laisser en commentaire si tu as d'autres questions et que tu voudrais que j'y réponde. Je te mets également en description les liens de parrainage, pense à t'abonner, puis je te dis à bientôt, bye bye.